Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence AppSyCyborg sur les actualités Sage 100. Nous allons passer une petite heure ensemble et cette session sera présentée par Emmanuel Mattei, responsable de marché chez AppSyCyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions dans la zone de chat située à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Emmanuel, je te laisse la main pour la suite. Bonjour à tous, merci d'être présents sur cette session. Et donc effectivement, on va parler des actualités de cette leçon. Alors, rapidement et en quelques chiffres, une slide pour parler d'AppSyCyborg. AppSyCyborg, aujourd'hui, ce sont plus de 35 années d'expertise, 38 même, pour 600 collaborateurs, 3300 clients dont vous faites partie qui nous font confiance et un chiffre d'affaires en 2024 de 95 millions d'euros. Nous sommes aujourd'hui répartis sur 15 agences au total, dont 13 en France, et nous avons un éventail de services qui va de l'accompagnement sur des équipes conseils pour faire, si vous le souhaitez, de la MOA par exemple, de la rédaction de cahier des charges. Bien entendu, nous sommes acteurs dans l'intégration de solutions de gestion. Également, on va pouvoir vous accompagner sur l'assistance autour de ces solutions. Nous avons également des équipes qui vont vous accompagner sur la mise dans le cloud pardon, de solutions qu'on appelle on-premise. Donc, on va pouvoir vous proposer ce type de service. Et enfin, on a une équipe qu'on appelle la Factory et qui regroupe un certain nombre d'acteurs plutôt orientés vers l'analyse de données, la data, le traitement de la data, également sur ce qu'on appelle des développements spécifiques, des aménagements autour de vos solutions, par exemple. Et puis, les acteurs avec lesquels on travaille, ils sont listés dans l'éventail qui est à droite. Et donc, vous voyez un nom que vous connaissez peut-être pas. Floa, c'est le nouveau nom de l'éditeur qui s'appelle Les Éditions Compagnons, avec lesquels on travaille depuis des années, mais également des acteurs un peu plus connus, bien entendu, comme Kiriba pour la partie trésorerie, Lucas pour tout ce qui tourne autour de la RH, Microsoft, bien entendu, MyReport pour la partie reporting, Penny Lane, Sage et Silay. Voici donc très rapidement quelques éléments autour d'AppSyCyborg. On va rentrer peut-être plus en détail désormais sur les thèmes de cette session. Donc on a identifié 3 grands thèmes ce matin. Un sujet produit, plus particulièrement tourné sur les nouveautés de la dernière version 7.200. Et puis on parlera de la modernisation des états financiers, puisque la réglementation a évolué. Il est important qu'on réaborde ce sujet. Ça a des impacts importants sur l'alias fiscal, je vais y revenir. Et enfin, le sujet de la réforme de la facture électronique, un petit point de situation à date. Et puis, il faut effectivement qu'on travaille ensemble, enfin, il va falloir aussi que vous travailliez ardemment sur le sujet du choix de la PDP. Là aussi, on en reparle dans un instant parce que les échéances se rapprochent. On commence par la partie 7.200. Donc sur la partie 7.200, une version V12 sort mi-juillet. Je vous montrerai quelques éléments en avant-première sur une version. Parmi les choses vraiment importantes qui sont à mentionner sur cette nouvelle version, surtout 2 sujets. Quelque chose qui tourne autour des formats pour les virements SEPA, pour les virements internationaux, exclusivement puisqu'on parle d'adresses structurées. Donc on est dans le contexte de la norme dont certains d'entre vous avaient déjà entendu parler, c'est la norme ISO 20022. Donc ceux d'entre vous qui êtes concernés par ces sujets-là, qui procédez à des virements internationaux, qui est équipés de moyens de paiement et et dont les banques réclament ce format, vous allez être amené donc à faire évoluer votre version pour pouvoir bénéficier de ces nouveaux formats.
Également, avec cette nouvelle version qui sort au mois de juillet, vous allez voir qu'il sera désormais possible de procéder à l'inscription à la PDP Sage. On va y revenir puisque donc Sage et PDP. On va revenir sur ce sujet et c'est un thème qui va être effectivement un fil conducteur ce matin. Et puis, donc ça, ce sont vraiment les grandes nouveautés de cette version du mois de juillet. Il faut que vous ayez en tête que les éditeurs, de façon générale, sont amenés, contraints, je sais pas comment il faut le dire, à faire évoluer leurs produits de façon très régulière, à cause ou grâce des évolutions réglementaires, des évolutions légales, que ce soit autour de la comptabilité, autour des sujets bancaires, autour de sujets liés à la facturation, etc. Donc très régulièrement, les produits doivent être mis à jour. Grosso modo, il faut prévoir une montée de version par an. Donc voilà, il faut que vous ayez cette information en tête. Et puis, avec le sujet de la réforme de la facture électronique, les choses s'accélèrent. Donc, effectivement, des versions, il y en aura dans les mois à venir. Alors, le sujet de la modernisation des états financiers. Sur la version précédente, justement, Sage avait mis à disposition des évolutions produits, justement en lien avec ce sujet de la modernisation des états financiers. En fait, depuis le mois de janvier, il y a un certain nombre d'obligations, ou en tout cas, oui, d'obligations et d'évolutions liées à la comptabilité, puisque depuis le 1er janvier 2025, ou en tout cas tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, il faut procéder à une transformation profonde de certaines pratiques comptables. L'idée, en fait, c'est d'aligner la France avec les standards internationaux et notamment ceux qui sont édictés par les IFRS. L'objectif de cette réforme, donc, c'est de rendre les modèles plus adaptés aux réalités économiques actuelles pour se rapprocher donc des standards internationaux. Et puis aussi, c'est simplifier le modèle de telle façon à ce que les comparaisons entre les entreprises soient plus aisées, puisqu'on va être sur des choses qui sont plus homogènes. Alors, en termes de changement concrètement, ça veut dire qu'on est sur une évolution du plan comptable. Donc ça veut dire qu'il y a des comptes à créer, et ça veut dire qu'il y a des anciens comptes qu'il va falloir supprimer. Il faut faire attention. Certains comptes ont entre guillemets peu d'impact en termes de rajouter un compte ou supprimer un compte, ça peut être assez simple. Certains nécessitent des actions plus complètes. Par exemple là, puisqu'on doit supprimer les comptes 514, 400 et 410, certains d'entre vous utilisent encore ces comptes-là. Si ces comptes sont mouvementés, vous savez mieux que moi que ça va nécessiter un peu de travail au niveau du retraitement des écritures pour pouvoir annuler les éléments et les reporter dans d'autres comptes. Ça, c'est un changement important. Et puis, donc, en termes de changement, il va y avoir effectivement des traitements purement comptables, puisqu'en fait, la technique du transfert de charge disparaît. Donc, on ne pourra plus utiliser cette technique-là. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous revoyiez votre façon de procéder sur certains types d'écriture. C'est aussi la simplification des états financiers. Donc, ça veut dire que la liasse fiscale en 2026 ne sera pas sous la même forme que celle de 2025. Donc ça veut dire qu'il va falloir que vous retravaillez un peu certains de vos indicateurs. Et puis il va y avoir un exercice un peu particulier pour pouvoir peut-être comparer l'année 2025 par rapport à l'année 2024, puisque la représentation sera différente. Et donc ça nécessitera un peu de travail pour vous. Donc concrètement, il faut que vous créiez vos comptes comptables. Donc le nouveau plan comptable, il faut regarder et créer ces nouveaux comptes. Il faut fermer les anciens comptes. Alors si je prends le process 7G100 traditionnel, c'est assez simple. Il y a la notion de mise en sommeil. Attention bien entendu aux comptes pour lesquels il y aurait encore des écritures et qui ne seraient pas soldés. On ne peut pas mettre en sommeil les comptes de cette façon. Et donc du coup, il faudra réaliser des OD.
Il faudra aussi que vous alliez regarder les schémas comptables. Vous avez des schémas comptables que vous avez enregistrés, ou on appelle ça aussi des modèles d'écriture, qui sont enregistrés. Ces schémas comptables, il va potentiellement falloir les retravailler, parce que si vous utilisiez des comptes qui sont désormais comment dire, à fermer, il faut retravailler. Il y a un enjeu important au niveau des immobilisations, parce qu'il y a pas mal de changements au niveau des écritures d'immobilisation. Mais il faut aussi que vous pensiez que si vous avez des exports de balance à destination de certaines solutions de liasse fiscale, il va falloir que vous regardiez que tous les comptes, par exemple, sont bien pris, qu'ils seront bien intégrés dans celui qui reçoit. Si vous travaillez sur vous-même vos états financiers, vous préparez bilan, compte de résultats, solde intermédiaire de gestion, il va falloir que vous vous assuriez que l'ensemble des comptes sont bien pris en considération dans ces états. Si vous avez des états de reporting, si vous traitez des budgets, si vous faites des imports de fichiers comptables, attention donc, il va y avoir peut-être quelques vérifications à apporter sur ces sujets-là. Donc, il faut vraiment que vous formiez vos équipes, parce que s'il faut procéder différemment sur certains enregistrements d'écriture, c'est important de le faire. Donc adaptez vos process internes, et puis potentiellement, il faut aussi que vous veilliez à ce que vos solutions comptables, vos solutions de liasse fiscale soient à jour pour pouvoir produire les éléments en lien avec cette nouvelle norme. Donc on vous avait mis à disposition des tutoriels dans votre espace client, vous les avez. On a laissé les liens sur cette présentation, donc vous pourrez les revisionner si vous le souhaitez. Et en synthèse, ici, je vous présente le focus des actions qui sont à mener dans la comptabilité 700. Alors, selon la version dont vous êtes équipé, vous allez avoir plus ou moins d'assistance dans l'outil. C'est ce que je disais, hein, au fur et à mesure que la réglementation évolue, l'éditeur peut mettre à disposition des outils pour vous accompagner. Donc là, depuis la V11 qui était sortie au mois de novembre 2024, vous avez par exemple un assistant qui va vous permettre en comptabilité de créer les nouveaux comptes comptables, d'identifier les comptes à mettre en sommeil ou de mettre en sommeil les comptes, voire également d'actualiser les modèles d'état avec les nouveaux standards. En revanche, il y a de toute façon des choses comme par exemple le transfert d'écriture que vous devrez dans tous les cas réaliser manuellement, puisque effectivement, selon la nature de compte, il va falloir que vous procédiez à un certain nombre de traitements comptables, et ça, c'est à vous de le faire. Alors, je peux vous montrer rapidement dans l'outil ce que ça peut donner. Hop, je vais partager un autre écran. Hop. Le temps que ça charge, on est ici. Donc, je vais vous parler de l'assistant lié à la modernisation des états financiers. Donc là, je suis en comptabilité. Dans ma comptabilité, sur la dernière version, pour le coup, j'ai ici un assistant de modernisation. Donc cet assistant de modernisation va vous accompagner dans les démarches dont je vous parlais à l'instant, avec des indications sur le contexte de la modernisation des états financiers, un accès à la base de connaissances de Sage, et puis voilà des traitements qui concernent la mise à jour du plan comptable. Donc par exemple, si je lance le traitement de la mise à jour, je vais pouvoir rechercher les éléments. Donc il va me proposer, vous voyez, de travailler sur le plan comptable pour ajouter des nouveaux comptes, mettre au sommeil les comptes supprimés. Donc j'ai mon assistant qui va me permettre donc le nouveau plan comptable avec la possibilité de visualiser les comptes à créer, puisque c'est ceux que je souhaiterais créer, et éventuellement de travailler après sur la suite, est-ce que je veux afficher ou pas le journal de traitement. Donc cet assistant va vous permettre de créer les nouveaux comptes et vous aidera aussi dans la mise en sommeil de tous les comptes.
Donc ça, c'est pour vous montrer, pour vous illustrer en fait quelles sont les modalités et les actions que vous devez mener sur ce sujet. Donc c'est important de travailler là-dessus. Hop, je rechange le partage. Il est aussi important de prendre en compte que vous aurez, au-delà donc des actions qui sont à mener dans la comptabilité, il va falloir que vous anticipiez la prochaine campagne fiscale. Vous venez de sortir. Hop, je choisis l'écran, excusez-moi. Vous venez de sortir de la campagne fiscale 2025 pour l'exercice 2024. Donc très prochainement, Sage nous mettra à disposition une nouvelle version de l'outil des états comptables et fiscaux, avec une première livraison de nouveaux états. Et puis, de toute façon, pour la campagne fiscale de 2026, donc pour les exercices de 2025, il y aura forcément une liasse qui sera actualisée et probablement un peu plus de travail à prévoir pour vous, pour pouvoir produire cette liasse. Alors, on se cache pas, on va se parler franchement. La solution qui s'appelle Sage État comptable fiscaux, c'est une solution qui fait parfaitement le boulot selon les contextes, mais c'est une solution qui est un peu vieillissante et surtout qui est sur une technologie, on va dire, plutôt ancienne, puisqu'on est sur une solution qui s'installe encore en local sur les postes. Ça convient à une grande majorité des personnes qui en sont équipées. Il faut que vous sachiez qu'il existe aussi une autre solution qui s'appelle Sage Fiscalité, qui elle est une solution SaaS qui permet de changer, on va dire, de génération de produits. Et donc dans ce contexte-là, si vous le souhaitez, on peut aussi vous accompagner pour, à l'occasion peut-être de cette modernisation des états financiers, passer sur un autre type de solution. Donc si vous le souhaitez, on pourra en parler plus en détail. On tenait à profiter de l'occasion aujourd'hui pour aborder ce sujet. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur la partie modernisation des états financiers et sur les actions que vous devez mener. On va changer de sujet et on va parler de la réforme de la facture électronique et on va faire un petit focus sur ce sujet maintenant. Alors, cette réforme, avant tout, c'est une réforme pour lutter contre la fraude à la TVA. Il y a des milliards qui sont en jeu. La France rentre dans ce procédé. Un grand nombre de pays sur le plan mondial sont également dans cette démarche. Certains y sont passés depuis longtemps, d'autres plus récemment, mais en tout cas c'est une tendance mondiale. Donc la lutte contre la fraude à la TVA, mais également des aspects liés au renforcement de la compétitivité des entreprises, aussi des sujets autour de la simplification des procédures de déclaration. Et puis pour l'État, c'est aussi la possibilité de mieux connaître le tissu économique. Les bénéfices pour les entreprises, parce qu'il y en a, c'est pas que, ce ne sont pas que des contraintes. On va aussi rentrer dans une réduction de coûts pour les process de traitement des factures, parce que le coût manuel, le coût de traitement des factures est déjà important. Ça peut aussi, et ça va supprimer des tâches chronophages, éviter certaines erreurs de saisie. Ça peut aussi être l'occasion de fluidifier les relations avec les fournisseurs, peut-être moins de litiges. Et puis à terme, l'objectif, c'est quand même un pré-remplissage de la TVA. Donc ça peut aussi vous faire gagner du temps et sécuriser certains aspects. En termes d'opportunités, pour les entreprises, c'est l'occasion d'optimiser des process internes. C'est l'occasion ou la nécessité de fiabiliser les bases de données. C'est aussi l'occasion de faire évoluer son système d'information et de digitaliser des process. Donc c'est vraiment la bonne occasion pour se pencher sur ce type de sujet et travailler là-dessus. Alors, en quelques phrases, l'essentiel de cette réforme, c'est donc, on l'a dit, une réforme fiscale. Ok, donc sont concernées toutes les entreprises qui sont soumises à la TVA, y compris par exemple certaines associations
qui ont des activités à but lucratif. Donc, dans ce contexte-là, elles sont soumises. Les auto-entrepreneurs sont concernés, etc. Donc, cette réforme-là, c'est déjà une réforme fiscale. On a un calendrier d'application qui est en plusieurs étapes selon les typologies d'entreprises. J'y reviens dans un instant. Il est important de bien comprendre qu'on va être sur de nouveaux formats de fichiers pour les factures. On a 3 formats de fichiers bien particuliers qui ont été identifiés et référencés. On parle de UBL, de C2I ou de FactureX. Il faut aussi avoir en tête que cette réforme de la facture électronique, au-delà des nouveaux formats de fichiers, c'est aussi une nouvelle façon de procéder pour le transport, la circulation des factures. Puisqu'en fait, on va avoir ce qu'on appelle des circuits différents. On va parler de cycle de vie de la facture, on va parler du statut de la facture, et puis on voit intervenir de nouveaux acteurs. Le portail public de facturation, qu'on appelle aussi PPF, et on voit arriver des plateformes de dématérialisation partenaires, donc les PDP. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a plus de 90 acteurs PDP qui sont immatriculés, qui ont été référencés et immatriculés. Et parmi ces acteurs, je ne vais pas citer les 90, mais parmi ces acteurs, vous avez Sage, vous avez Pennylane, vous avez Esker, vous avez Youth, vous avez Cegid, etc. Et vous avez, pour certains d'entre vous, peut-être déjà reçu des courriers, des mails, des messages en tout cas de ces PDP vous indiquant que c'était le bon moment de se référencer, de choisir, etc. Donc il va y avoir une accélération des sollicitations sur ce sujet et vous allez effectivement devoir choisir au moins une PDP. On va revenir là-dessus. Le sujet de cette facture électronique, de cette réforme sur la facture électronique, il est double. En fait, il y a 2 volets. Il y a le volet du e-invoicing, c'est-à-dire que là, on parle de la digitalisation de la facture, on parle du dépôt, on parle de transmission des factures, on parle du suivi des factures, et là, on est dans un contexte B2B ou B2G, business to business ou business to government. Et ça, c'est dans un contexte domestique, national. Ça ne concerne pas les échanges, les factures pour le B2C, donc pour le client particulier, ou sur la partie B2B internationale. Donc ça veut dire que selon votre activité, selon votre métier, vous allez peut-être devoir continuer à travailler comme vous le faites aujourd'hui pour un certain périmètre et adapter de nouveaux process pour le périmètre du e-invoicing. Donc, je le disais, il y a le e-invoicing et après, il y a le e-reporting. Et ça, le e-reporting, ça concerne les transactions B2B, B2C et les transactions B2B internationales. Et ça concerne également tout ce qui tourne autour de l'encaissement des prestations de services. En fait, ce sont toutes les données qui sont nécessaires au pré-remplissage de la déclaration de TVA et de façon un peu plus détaillée, la réforme, elle distingue le e-reporting de transactions, donc pour le B2C et le B2B international, et le e-reporting des paiements. Et ça, ce sont les plateformes, les PDP, qui transmettront les éléments à l'administration fiscale. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que selon votre contexte, le flux de factures que moi j'appelle non RFE, en faisant un raccourci, va continuer à persister. Et donc, c'est pour cette raison que on vous parle depuis longtemps déjà et qu'on continue à vous parler de dématérialisation pour traiter les factures entrantes ou les factures d'achat ou les factures fournisseurs, tout ça, ça veut dire la même chose, et aussi peut-être pour travailler sur la dématérialisation des factures sortantes parce que il y a, je vais appeler ça des économies d'échelle à réaliser en mettant en place ce type de solution dès à présent. Et enfin, sur l'essentiel de la réforme de la facture électronique aujourd'hui, il y a des précisions qui ont été apportées sur les travaux de l'AFNOR la semaine dernière, et donc on a certaines publications qui ont été faites. J'y reviens dans un instant. Alors, le calendrier ou les grands jalons. Depuis mars 2025, le portail public de facturation a ouvert la partie annuaire. Donc,
les tests sont en cours entre le portail public de facturation et les PDP. On est dans ce qu'on appelle une phase pilote. En parallèle de ça, ou de façon complètement logique, depuis donc le mois de juin 2025, certaines PDP ont ouvert le début des inscriptions. Donc c'est ce que je vous disais, vous allez pouvoir dire, bah ok, je choisis tel PDP, je m'inscris, je référence tel PDP. À partir de septembre, les différents acteurs, les différentes PDP vont pouvoir, avec le PPF, vraiment rentrer dans une phase d'échange. Et donc, progressivement, les entreprises qui le souhaitent vont pouvoir rentrer dans le dispositif et, j'allais dire, devancer l'échéance obligatoire de septembre 2026 pour ceux qui le souhaitent. L'administration nous explique bien que les échéances de septembre 2026 et septembre 2027 sont des dates au plus tard. Donc ça veut dire que les entreprises qui doivent émettre les factures à partir de septembre 2026, je vous rappelle que ce sont les grandes entreprises, les ETI et les assujettis uniques, ces entreprises-là, pour certaines, vont être prêtes avant septembre 2026 et vont pouvoir devancer la paie. Et de la même façon, celles qui sont concernées par la réception, c'est-à-dire toutes les entreprises qui doivent être en capacité de recevoir dès septembre 2026, vont pouvoir également s'équiper d'outils qui vont leur permettre de devancer cette échéance. Donc, dans les échéances, septembre 2026, réception pour tous, et septembre 2027, émission pour tous. Si on refait un petit focus sur ce que c'est qu'une facture électronique, pardon d'en forcer des portes ouvertes si on vous a déjà rabattu les oreilles avec ça, une facture électronique, c'est pas une facture papier, c'est pas un PDF, c'est pas une image, c'est pas un document qui serait même généré par un logiciel et ensuite envoyé par mail, c'est pas ça une facture électronique. C'est bien une facture qui va être créée dans un format particulier. Donc en général, enfin, ce sont des fichiers XML, hein. On a 3 formats de fichiers qui ont été référencés, FactureX, UBL et C2I. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces formats, ces factures, en fait, ces fichiers contiennent des données bien particulières qui sont structurées et certaines sont obligatoires, d'autres sont accessoires. Et parmi les données obligatoires qui ont été identifiées, il y en a certaines qui sont présentes dans les outils dont vous êtes équipés et certaines qui ne sont peut-être pas encore présentes. Et c'est en fait tout ça qu'il va falloir identifier. Donc je vous ai dit qu'il y avait des nouveaux formats. Je vous ai dit aussi qu'il y avait un nouveau circuit de transmission des factures. En effet, aujourd'hui, quand vous émettez une facture, vous l'adressez à votre client, vous l'envoyez par mail, par courrier, vous envoyez la facture à votre client et ensuite vous déclarez à l'administration fiscale les éléments qui vous concernent et votre client s'occupe de ses affaires. Demain, on est sur un schéma qui est complètement différent. On parle d'un schéma en Y, puisqu'en fait, ce sont les entreprises qui émettent vers l'administration fiscale en passant par les PDP. Donc, vous êtes fournisseur, j'ai mon client qui est là, et donc je vais envoyer les factures. On parle aussi des données de transaction. Ces factures, je les envoie à ma PDP par l'intermédiaire de ma PDP. Ma PDP, en fait, elle va interroger l'annuaire du PPF et elle va identifier le destinataire et elle va voir que ce destinataire a référencé une certaine PDP et donc du coup, elle va envoyer la facture à la PDP de réception de l'acheteur. Et c'est comme ça que l'acheteur va pouvoir récupérer sa facture. Et puis, les PDP communiquent entre elles au travers d'une interopérabilité qui a été normée et le portail public de facturation envoie les éléments à l'administration fiscale. Donc c'est comme ça en fait que les échanges vont se produire. Je vous rappelle que le portail public de facturation est le seul acteur qui sera habilité à communiquer les éléments à l'administration fiscale. Je vous rappelle également, on y revient dans la slide juste après, que la semaine dernière, en fait, on a eu une publication qui concerne le détail des cas d'usage et je vous ai mis le lien sur pour récupérer en fait le détail de ces cas d'usage. Alors
C'est le lien sur la boutique, mais on peut aussi récupérer les éléments gratuits directement sur le site de l'AFNOR. Et enfin, je voulais insister sur le fait, je voulais vous insister sur le fait que le portail public de facturation a deux rôles principaux, l'annuaire des entreprises et le concentrateur des données. Il a été question au tout début de la réforme que ce portail public de facturation puisse également servir de plateforme de dépôt pour les entreprises. Ce rôle, en fait, il a été abandonné depuis octobre 2024. Donc voilà pour ces sujets-là. Alors, je reviens sur ce qui tourne autour des cas d'usage. En fait, la semaine dernière, les sous-groupes de travail de l'AFNOR ont livré la dernière norme, alors qui s'appelle XPZ12, avec un certain nombre de déclinaisons, 012, 013, 014 et un certain nombre d'annexes. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, désormais, on a une définition de tous les formats, de tous les profils qui tournent autour des messages de facture, tout ce qui tourne autour du cycle de vie et des différents cas d'usage. Pourquoi on parle des cas d'usage? Parce qu'en fait, les cas d'usage, ce sont des typologies d'échanges que vous pouvez avoir avec vos clients et à chaque typologie, à chaque cas d'usage va correspondre un certain nombre d'informations qui doivent transiter dans les factures et jusqu'à l'administration fiscale. Par exemple, si dans votre activité, vous faites des mandats de facturation, si dans votre activité, vous êtes sur un modèle d'achat et de vente sur des marketplaces, si vous procédez à de la facturage, si vous gérez des acomptes, une facture d'acompte et après une facture finale, donc les messages qui vont devoir transiter seront différents. Donc, il faut absolument que vous vous assuriez que la PDP que vous allez choisir va pouvoir vous accompagner sur chacune de ces typologies de cas d'usage. Et c'est pour ça qu'il est important, on vous le dit et je vais vous le répéter, de cartographier en fait les flux qui sont les vôtres. Vous allez devoir choisir une PDP, mais peut-être que vous en aurez aussi plusieurs parce qu'il y a certains cas d'usage que vous devez gérer et qui ne sont pas gérés par toutes les PDP. Donc c'est pour ça en fait qu'on vous dit qu'il faut que vous identifiez quelles sont les situations qui vous concernent, quels sont les cas d'usage qui vous concernent. Il y en a 36, je ne les ai pas tous mis. Et est-ce que la PDP que vous allez choisir pourra bien suivre tout ça. Alors, une fois qu'on a dit ça, et j'espère que je vous ai pas trop contrarié, comment est-ce que je peux m'organiser et comment est-ce que je peux avancer dans le process. Donc j'ai essayé de lister les axes de travail et les sujets qu'il faut que vous parallélisiez pour pouvoir aller dans une transition sereine. Donc déjà, il faut que vous vous posiez la question de quel est votre contexte. Pardon. Quel est votre contexte, c'est-à-dire d'où est-ce que je pars en termes de process, mon système d'information, est-ce que je suis sur un système d'information qui est plutôt homogène ou plutôt à jour, ou est-ce que je suis sur plusieurs solutions de plusieurs éditeurs avec des développements spécifiques maison, des interfaces dans tous les sens. Si je suis aujourd'hui équipée, par exemple, très basiquement d'une solution 7G100 et que je fais mes mises à jour régulières, ça va être relativement simple. Il suffit que je fasse mes mises à jour, 7GPDP, je vous montrerai rapidement que on est pas mal, on n'est pas loin de la vérité. En revanche, si votre système d'information c'est un patchwork de solutions et qu'en plus dans votre activité vous avez à la fois du domestique, de l'international, vous travaillez avec des clients particuliers, vous avez un site e-commerce, peut-être que la marge sera plus haute. Donc vraiment, quel est ce contexte-là? Après, quels sont vos clients? On y revient. Hein. Est-ce que ce sont plutôt des grandes entreprises? Est-ce que ce sont plutôt des PME, des TPE? Est-ce que vous travaillez plutôt avec des particuliers? Est-ce que c'est plutôt en France? Est-ce que c'est plutôt en Europe ou à l'international? Pareil pour vos fournisseurs, des grandes entreprises, des PME et des TPE. Si vos fournisseurs, ce sont que des grandes entreprises, ça veut dire que majoritairement, elles vont vous adresser les factures dès septembre 2026 sur les nouveaux formats. Si ce sont plutôt des petites entreprises, comme elles, l'émission est plus tardive, elles vont continuer à vous adresser des factures sur les anciens formats pendant un peu plus longtemps. Si vos fournisseurs, de toute façon, ils sont à l'étranger majoritairement,
le contexte de la RFO, pour vous, il est peut-être moindre. Ensuite, le sujet de la géographie, ok. Quel est le périmètre géographique sur lequel je travaille? Est-ce que je suis un peu plus concernée? Est-ce que je suis concernée par la TVA sur encaissement ou pas du tout? Parce que là, dans ce contexte-là, on a le sujet du e-reporting qu'il faut pas oublier. Le sujet de la TVA aussi, comment vous faites tous les mois pour la partie de déclaration de TVA? Est-ce que on est sur de nombreux traitements manuels? Est-ce qu'il y a beaucoup de contrôles qui doivent être faits? Ou alors est-ce que tout est déjà automatisé? Vous avez mis en place des process et vous faites votre télédéclaration, votre télépaiement directement dans votre outil. SageSen permet de faire ça. Donc là, c'est pareil, il faut que vous regardiez les process qui sont les vôtres. En termes de process, justement, comment est-ce que je travaille? Est-ce que vous êtes aujourd'hui sur des flux qui sont exclusivement papier ou est-ce que vous avez déjà des outils de dématérialisation? Peut-être. Est-ce que vous êtes aussi sur des processus de validation qui sont simples ou qui sont compliqués? Est-ce que en fonction des contextes, vous avez des process de validation différents? Bon, il faut se poser la question, il faut regarder. Aujourd'hui, comment est-ce que vous recevez vos factures? Est-ce que là aussi, hein, on est sur du papier? Est-ce que j'ai déjà un portail de démat? Comment vous travaillez sur ces éléments-là? Comment vous les traitez? Est-ce que vous les saisissez directement en comptabilité? Est-ce que vous êtes déjà équipé d'une solution? Alors moi j'appelle ça un portail d'achat ou une solution de dématérialisation des factures fournisseurs qui me permet de me simplifier la vie et d'écrire directement dans mon ERP. En plus, peut-être que cette solution dont je suis équipée, elle est PDP, donc la marche va être moins haute. Donc de quoi je suis équipée? Et après, comment est-ce que vous envoyez vos factures aux clients? Est-ce que ces factures vous les envoyez par courrier? Par mail? Est-ce que vous les déposez sur un espace client? Attention, vous les déposez sur un espace client, mais ce flux-là, demain, il va forcément falloir le revoir, puisqu'on n'est plus sur ce type d'exercice. Peut-être que vous avez un mix de tous ces sujets-là. Bref, il faut aller regarder tous ces process et puis regarder aussi quelles sont les solutions dont vous êtes équipé. Et puis si vous avez plusieurs solutions, une solution de comptabilité, une solution de gestion pour votre facturation, comment elles communiquent entre elles? Là aussi, je reviens à un contexte Sage. J'ai une gestion commerciale SageSen, une comptabilité SageSen. On est pas mal parce que ces outils communiquent parfaitement l'un avec l'autre. Et en plus, Sage et PDP, donc je me dis que je suis plutôt bien. Donc c'est pour cette raison qu'il est vraiment nécessaire en fait de cartographier vos flux et de recenser tous vos process pour pouvoir après avancer sur le sujet. Alors, exactement dans le même esprit, on a essayé de schématiser en fait les différentes actions que vous devez mener. Donc c'est un projet que vous devez organiser. Donc vous devez travailler en interne pour mettre en place une conduite de changement, désigner un référent, travailler sur ce sujet. Cartographier vos processus, je vous l'ai déjà dit, et aussi enrichir et faire évoluer vos systèmes d'information. Quand on parle d'enrichir et de faire évoluer vos systèmes d'information, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect qui tourne autour de la TVA. Il faut effectivement regarder comment vous travaillez au niveau de la TVA parce que demain, on sera sur un compte de charge égale un compte de TVA. Donc, il faut vraiment que vous alliez dans ce sens-là. Après, il faut aussi que vous pensiez à analyser et nettoyer vos données. On a dit qu'on était sur des process automatisés. Si on est sur des process automatisés, ça veut dire que si un même client, un même tiers a plusieurs fiches dans votre système d'information, c'est pas possible. Ça pourra pas marcher. Donc il faut nettoyer ses bases clients, il faut nettoyer ses bases fournisseurs, il faut faire attention de supprimer les doublons, il faut travailler sur les sirènes, les numéros de TVA. Et pour ça, Sage propose un outil qui s'appelle Sage Data Clean and Control. Je vais, si j'ai le temps, vous le montrer. Mais on a plein de petites vidéos qui permettent aussi de le visualiser. Donc analyser les données, les nettoyer, c'est important. Et puis c'est aussi le bon moment de dire, en fait, pourquoi pas mettre en place la digitalisation dans mon entreprise et dès à présent, je m'équipe de ce qu'on appelle un portail de traitement des factures fournisseurs, par exemple, parce que ça va me permettre de traiter l'intégralité des factures. Celles que je reçois déjà par PDF, par exemple, par mail, ou par courrier,
et demain, celles que je recevrai sur des nouveaux formats. Ces portails de dématérialisation peuvent vous mettre le pied à l'étrier et vous permettre d'avancer sur ce sujet. Alors, je pense que vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce que je dois vraiment faire? La difficulté aujourd'hui, c'est que plusieurs solutions sont possibles en fonction de vos contextes. J'espère que c'est plus clair. Euh, et puis c'est également à vous de faire vos choix. Donc nous, on est là pour vous aider, pour vous accompagner. On prendra tout le temps nécessaire pour échanger avec vous sur ces sujets, mais il faut vraiment que vous mesuriez en fait les bénéfices que vous pouvez tirer de chacune des solutions. J'ai essayé de schématiser ici deux situations d'entreprise différentes avec des préconisations ou des recommandations qu'on va pouvoir faire en fonction de la situation. Si je prends la situation numéro 1, donc l'entreprise qui serait équipée de 7G100 gestion commerciale et 7G100 comptabilité finance. Dans ce contexte-là, il faut donc travailler sur, penser, prévoir des mises à jour régulières de vos solutions 7G100. Okay. Vous pouvez choisir de rajouter l'option Sage Data Clean and Control qui va vous aider dans vos contrôles de votre base de données, mais aussi dans le traitement des factures entrantes. Vous devez retravailler les process autour de la TVA. Vous devez vraiment travailler sur la cartographie des flux de facturation, que ce soit les flux d'achat ou les flux de vente, parce qu'on parle de la réception, parce que c'est l'échéance la plus rapide, mais l'émission, elle va arriver assez rapidement. Et en plus, vous allez peut-être, selon la typologie de tiers avec lesquels vous travaillez, être peut-être contraint à devancer un peu l'appel. Donc, cartographier les flux, mettre en place la digitalisation des flux avec un portail d'achat. Pourquoi pas? Nous, chez Apsi Cyborg, on a deux offres à notre catalogue, on a deux solutions à vous proposer. Une qui s'appelle Sage Automatisation Comptable, qu'on appelle ACS, ou une autre qui s'appelle TDS Care. L'une comme l'autre sont des solutions qui sont parfaitement adaptées aux entreprises équipées de 7G100 et elles vont avoir des qualités ou des spécificités un peu différentes l'une ou l'autre, mais des modèles économiques différents par exemple. Donc ça, après, on pourra en rééchanger avec vous. En tout cas, l'une ou l'autre peuvent vous aider dans ce contexte. Vous pouvez aussi nous demander de vous accompagner au travers de notre équipe conseil. On a mis en place une offre dédiée que je peux appeler package G dans le contexte de la RFE pour vous accompagner justement sur la cartographie de vos flux, pour accompagner les équipes sur ces sujets-là. Donc on peut vous aider sur ces sujets. Et puis, donc ça c'est si vous êtes équipé de cette leçon en compta et en gestion commerciale. Si vous êtes équipé, par exemple, de 7G100 pour la comptabilité et que vous avez un outil de facturation métier autre que Sage, dans ce contexte-là, il faut que vous vous posiez la question de la façon dont cet outil métier, cet outil de facturation va évoluer. Est-ce que l'éditeur de cet outil a prévu de faire évoluer sa solution pour qu'il soit RFE compatible? Alors, entre guillemets, hein, parce que c'est pas tout à fait. Mais en tout cas, est-ce qu'il va évoluer pour aller dans ce sens-là et qui vous permettra donc d'émettre demain des factures au format RFE? Ou est-ce que c'est le bon moment d'envisager le remplacement de votre solution? Pourquoi pas? Parlons-en. Et si vous avez des outils hétérogènes, il faut aussi que vous envisagiez, que vous travaillez sur le sujet de l'actualisation des interfaces entre les solutions, avec un site e-commerce, etc. Donc il faut vraiment vous positionner sur ces sujets-là. Et donc vraiment, le contexte qui est le vôtre et les solutions dont vous êtes équipé sont à prendre en compte pour pouvoir savoir comment avancer ensuite. J'ai essayé également de schématiser ici les bénéfices ou les écarts. Pourquoi on vous parle de dématérialisation d'achat et en quoi ça peut vous aider dans ce contexte d'objectif réforme de la facture électronique. Si vous vous équipez
donc vous êtes équipé de Sage 100, on est d'accord. Donc là, je reviens à une situation où je suis équipé de Sage 100. Si je suis équipé de Sage 100, je ne m'équipe pas pendant de l'option Sage 100 Data Clean and Control. Dans ce cas-là, tout ce qui tourne autour des processus de validation, je reste sur quelque chose de manuel, de traditionnel, qui est peut-être laborieux, mais bon, peu importe, ça peut peut-être me convenir. Pour mes factures de frais généraux, ça veut dire que ces factures de frais généraux, je les reçois par mail, par courrier, je les scanne et je les saisis manuellement en comptabilité. Ok. Et quand je recevrai des factures d'achat au format RFE, j'irai les récupérer dans Sage. Elles arriveront directement dans ma compta, mais je devrais quand même faire une saisie manuelle. Je vous montrerai. Sur la partie facture de marchandises, je suis sur un contrôle manuel de ma facture par rapport au bon de réception, et ensuite c'est la gestion commerciale C200 qui va générer l'écriture OK. Et sur les factures au format RFE, je peux être sur une saisie manuelle en compta ou sur la transformation, ça dépend des process qui sont les vôtres. Si je suis équipé de Data Clean and Control, je vais avoir des assistants, des propositions pour vous simplifier la vie. Vous allez pouvoir, je vais vous le montrer, avoir un menu supplémentaire dans votre compta qui va vous aider en fait à traiter les données de façon plus fluide. Et enfin, si vous vous équipez d'un portail d'achat, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait parler de Sage automatisation comptable, on peut parler de TDSCare, il y en a plusieurs autres. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir digitaliser dès à présent votre processus de validation. Vous allez peut-être aussi pouvoir inclure, et en mobilité en plus, des acteurs qui ne sont pas aujourd'hui utilisateurs de cette leçon. Vous allez pouvoir conditionner ces processus de validation à des typologies d'achat, à des montants, etc. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès à présent. Ensuite, j'ai essayé de distinguer les factures de frais généraux et les factures de marchandises. Les factures de frais généraux, dès à présent, si elles sont traitées, si elles arrivent par mail ou par courrier, on va pouvoir exploiter avec ce qu'on appelle un OCR, un outil de reconnaissance de caractère. On va pouvoir exploiter les informations qui sont dans la facture. En plus, les outils sont souvent plutôt très intelligents et apprennent vite, et donc ils vont vous proposer la génération de l'écriture en comptabilité ainsi que la génération de l'analytique. Ça, c'est vrai pour les factures de frais généraux au format mail, PDF, courrier, etc. Et ça sera encore plus vrai une fois que, je ne sais pas si c'est trop français, encore plus vrai une fois que les factures seront sur les formats RFE. Ok, donc vous avez devancé, on va dire, et anticipé le traitement. Et sur la partie facture de marchandises, si vous êtes concerné par des factures de marchandises qui passent par votre gestion commerciale, donc directement dans votre portail ACS ou TDSCare, vous allez pouvoir en fait traiter la facture qui arrive. Vous allez dire ça c'est une facture de marchandises, une facture avec commande. Je vais avoir un outil qui va me permettre de comparer ma facture qui vient d'arriver avec le bon de réception de mon fournisseur. Et je vais avoir un accompagnement à la génération de l'écriture en comptabilité, lien direct avec la comptabilité directement dans la facture, avec le PDF, et puis la traçabilité de tout le process. Et ça, je vais pouvoir le traiter pour les factures qui arrivent par courrier, ou qui continueront par arriver par courrier, par mail, etc. Et je vais pouvoir faire la même chose pour toutes les factures qui vont arriver au format RF. C'est pour ça, en fait, qu'on essaye de vous projeter dans ce sujet de traitement des factures fournisseurs avec un portail d'achat, parce que ça vous permettra de traiter l'intégralité de vos flux. J'espère que je ne vous ai pas embrouillé. Pour finir sur ce sujet et présenter un peu différemment, si je reviens sur une entreprise qui est équipée de Sage 100, gestion commerciale, comptabilité, finance, moyens de paiement, etc. La solution la plus simple, basique, pour pouvoir être RFE compatible, c'est de faire les mises à jour Sage 100 régulièrement et de dire OK, je passe par la PDP Sage, puisque Sage est PDP, je vais utiliser la fonction qui s'appelle Sage Connect pour recevoir et pour émettre mes factures. Je reçois mes factures
dans cette comptabilité ou dans cette gestion commerciale et j'émets mes factures directement avec j'émets mes factures directement avec la gestion commerciale. Ça, c'est la solution, j'allais dire la plus simple. Et je traite les factures RFE. Les autres factures, hors périmètre RFE, eh ben, je continue à les traiter comme je faisais jusqu'à présent à la main. Solution numéro 1. Maintenant, je souhaite dès à présent m'équiper d'un portail de dématérialisation des achats. Ok, donc ça va me permettre de traiter la partie réception, donc soit ACS, soit TDSCAR. Dans ce cas-là, j'utiliserai la PDP Sage pour recevoir les factures fournisseurs, et je dis bien toutes les factures fournisseurs, PDF ou format XML. Même chose pour la partie SCAR, c'est juste que je n'utilise pas la même PDP. Mais je vous ai dit tout à l'heure que de toute façon, je peux avoir plusieurs PDP et je peux choisir de traiter certains aspects avec une PDP et d'autres aspects avec une. Donc ça, c'est mon portail de dématérialisation des factures d'achat. Et sur ce qui concerne l'émission, bah, en émission, de façon simple, si je fais mes mises à jour 7G100 et si j'utilise ma gestion commerciale 7G100, je vais utiliser la PDP Sage pour émettre les factures clients. Ou alors, si je le décide, je peux aussi choisir d'utiliser la PDP d'Esquerre parce que je veux émettre les factures RFE, mais je veux aussi envoyer à Chorus Pro, je veux aussi dématérialiser les factures sur un contexte international. Donc, je vais avoir peut-être plus de fonctionnalités de ce point de vue-là avec la partie Esquerre facture. Et pour finir, si on est équipé d'une comptabilité 7G100 et de solutions métiers de facturation qui ne sont pas Sage, dans ce cas-là, on a plusieurs possibilités. La solution basique, c'est au niveau de la réception, j'utilise la PDP Sage. Ok, ça ne change pas. C'est que pour recevoir. Et en émission, j'utilise la PDP de votre solution métier. La deuxième solution qui peut se présenter à vous, c'est d'ajouter un portail de dématérialisation des achats, ACS, TDSCARE, ok, et j'étudie la faisabilité que ces solutions soient compatibles avec ma solution métier, pourquoi pas, à creuser. Et enfin, ma solution métier n'est pas PDP, donc j'utilise la PDP Sage pour recevoir les factures fournisseurs et après, je regarde comment je peux faire pour la partie émission. Ou je remets à plat l'intégralité de ma solution. C'est aussi des solutions qu'on peut envisager et discuter. Dernière chose que je voulais vous montrer. Est-ce que je suis très en retard? Oui, un petit peu. Il y a peut-être des questions. Dernière chose, et pour conclure sur ce sujet, en synthèse, on est quand même sur une réforme qui est vraiment structurante. On est sur une réforme structurante qui a une obligation dès 2026 et qui va avoir un fort impact sur les entreprises. C'est une vraie transformation des process de facturation en réception et en émission. C'est l'occasion aussi pour les entreprises d'optimiser des flux, de mettre en place des gains de productivité, de moderniser le système d'information avec des solutions, on va dire, plus modernes, plus performantes. Il y a des contraintes puisqu'il y a des obligations légales. Ça veut dire que il va falloir s'adapter. Donc oui, il y a des contraintes. Il y a potentiellement aussi des vrais sujets d'accompagnement au changement en interne. Les collaborateurs vont devoir travailler différemment par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Et nous, on pense qu'il est vraiment important maintenant de travailler sur le sujet. Et on est bien entendu là pour vous accompagner là-dessus. Ce que je vais vous montrer, et je prendrai les questions, puis si j'ai pas le temps de répondre à toutes les questions, de toute façon, je vous répondrai en direct. Pour ceux d'entre vous qui ont encore un petit peu de temps, je vais continuer. Ce qu'il faut que je vous montre, c'est ça. Juste une seconde.
vous avez normalement accès à mon écran. Je vous ai dit tout à l'heure que Sage était PDP et que Sage était prêt à traiter les factures au format PDP. Donc aujourd'hui, si vous êtes équipé de la comptabilité Sage 100, vous allez avoir la possibilité. Vous n'avez pas, vous, ce menu, même si vous êtes en dernière version, hein, c'est quelque chose que j'ai en avant-première. Vous allez pouvoir ici directement, vous voyez, récupérer les factures au format RFE au travers de ce menu qui s'appelle Sage Connect. Et là, je vais pouvoir réceptionner les factures fournisseurs. Donc dans ce contexte-là, je vais voir les factures qui sont arrivées et je vais pouvoir en fait traiter ma facture. Je visualise la facture à gauche et j'aurai la possibilité après ici de venir traiter ma facture et j'aurai la proposition, je dis bien, des écritures, des comptes comptables qui est réalisé. Donc ça, cet écran-là, j'ai ça parce que je suis équipé de Sage 100 en dernière version et que je suis équipé de Sage Data Clean and Control. Et donc ça me permet de traiter les factures qui arrivent au format RFE. Les autres factures, je continue à les traiter selon l'ancienne méthode. Et ok. Et en gestion commerciale, même principe. En gestion commerciale, même principe, sauf qu'il y a deux sujets. Bien entendu, je vais avoir le sujet de la réception des factures fournisseurs, puisque là, je vais pouvoir traiter les factures fournisseurs, mais les factures d'achat de marchandises. Donc exactement comme tout à l'heure, avec le rapprochement avec les bons de réception. Et l'autre aspect, c'est la partie transmission des factures clients, puisqu'on a aussi cette deuxième échéance, cette deuxième obligation, qui va être de dire, il faut que je transmette les factures à mes clients sur un nouveau format. Donc dans cette gestion commerciale, on aura aussi la possibilité de transmettre les factures clients, et ces factures, on va avoir des informations différentes, puisqu'on va avoir ici ce qu'on appelle le statut. Donc vous voyez, elle a été transmise, elle a été prise en charge, elle a été refusée. Donc tout ça, ce sont des échanges qu'on va devoir désormais suivre au niveau des différentes factures. J'ai quelques questions. La facture peut-elle être émise en PDF puis modifiée au bon format par la PDP? Alors, ça fait effectivement partie des services qui vont être proposés par certaines PDP. Donc, c'est aussi parmi les critères de choix, puisqu'on a dit que les enjeux des entreprises aujourd'hui, c'est de choisir sa PDP. Donc, si vous savez par exemple que votre outil métier ne vous permettra pas de compléter l'intégralité des champs qui sont attendus dans le cadre de la réforme, vous allez devoir choisir une PDP qui vous permettra de faire de compléter les éléments par rapport à ce qu'il y a dans votre facture. Donc oui, c'est possible. Certaines PDP le proposent. ACS va proposer, enfin Sage au travers de la solution ACS client proposera ces éléments-là à la rentrée, là en septembre-octobre. Et sur Esquire, on a aussi cette possibilité. Attention toutefois à la charge de travail que cela peut représenter et à la saisie, au risque d'erreur. Mais oui, dans l'absolu, ça peut être faisable. Donc ça, c'est Virginie qui a posé cette question. Pourra-t-on transmettre automatiquement les factures à la PDP par fréquence, comme envoi par jour tous les soirs? Oui, alors en l'occurrence, on a un menu envoi de la facture. Comme on fait aujourd'hui, au lieu de faire impression, en fait, on fera transmission de la facture. Donc ça, je vous dis oui. Dans le contexte 7G100, si vous êtes équipé d'autre chose, je ne saurais pas vous répondre. Alors, Yann qui me demande quel est le coût de la PDP Sage. Ça dépend. Et ça fait aussi partie des critères que vous devez prendre en considération. Vous avez peut-être reçu aujourd'hui ou vous allez recevoir dans les prochains jours un message de Sage qui vous dit que la PDP est incluse dans votre abonnement. Donc aujourd'hui, Sage communique sur effectivement un accès à la PDP Sage inclus dans les abonnements que vous payez aujourd'hui.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de surcoût, sauf que Sage Data Clean and Control, c'est une option. Donc si vous souhaitez bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités adossées à la PDP, il faut prendre l'option Data Clean and Control. Voilà. Mais sinon, l'accès à la PDP Sage est inclus dans l'abonnement qui est le vôtre. Comment faire l'inscription auprès d'une PDP? En fait, il y a un formulaire qui va être proposé par les PDP et vous allez devoir vous inscrire. Vous avez besoin en fait d'être le représentant, j'allais dire légal de votre entreprise, et il faut que vous donniez votre sirène et que vous signiez le document pour dire bah voilà, ok, je m'inscris auprès de cette PDP, sachant que c'est pas irrévocable, hein, il est bien prévu de pouvoir éventuellement donc déjà avoir plusieurs PDP si vous le souhaitez, et pouvoir également potentiellement changer, passer d'une PDP à une autre si vous le souhaitez. Où trouver la liste des cas d'usage? La liste des cas d'usage, je l'ai mise dans le support qu'on vous partagera d'ici la fin de la semaine. Et sinon, sur le site de l'AFNOR, c'est disponible. Pouvez-vous nous expliquer le lien entre ACS et Sage Connect? En fait, c'est très transparent pour vous. ACS, donc Sage Automatisation Comptable, c'est le portail qui va arriver, comment dire, en amont de Sage Connect. Si vous avez ACS, en fait, vous ne verrez pas l'usage de Sage Connect. Vous en aurez pas besoin parce que le traitement en fait sera pris par ACS. C'est ACS en fait qui traitera la facture en entrée. Qui saura dire bah tiens c'est une facture au format PDF donc j'utilise l'OCR, ou tiens c'est une facture au format XML, donc en fait le traitement va être différent, mais ça sera transparent pour vous en tant qu'utilisateur. Je regarde comment la réception des factures fournisseurs se fera si on a Sage 100 et alors attends je vois pas tout. Et une autre plateforme comme Use, comme aujourd'hui, c'est-à-dire que cette autre plateforme sera en capacité potentiellement, si elle est PDP, de récupérer les factures comme vous le faites aujourd'hui. Donc elle traitera les factures PDF et les factures RFE. Donc il faut voir avec eux, et surtout ce qu'il faut vérifier, c'est la façon dont aujourd'hui vous écrivez les factures ou les écritures comptables dans cette leçon. Je remonte, je redescends. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs PDP en même temps? Donc j'ai répondu oui. Oui, mais en fait, à chaque PDP, vous devez identifier une adresse. En fait, c'est comme si vous aviez, ça ressemble à une adresse postale. Aujourd'hui, quand vous vous adressez à votre fournisseur, vous dites à votre fournisseur, cher fournisseur, merci de m'adresser mes factures à l'adresse, je vous dis n'importe quoi, compta mon entreprise. Voilà, quand vous allez en fait identifier une PDP, vous allez dire j'utilise cette PDP soit pour tous mes flux, soit j'utilise cette PDP pour certains flux. Et du coup, vous irez indiquer l'adresse à vos fournisseurs pour tel ou tel type de flux. Je crois que j'ai fait le tour des questions, Capucine. Oui, normalement c'est bon, c'était la dernière question. Notre conférence web touche donc à sa fin. Merci beaucoup Emmanuel pour ta présence et merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsicyborg.com dans rubrique événements. Et pour vous tenir informé des actualités de vos solutions et d'AppsiCyborg, vous pouvez également nous suivre sur notre page LinkedIn.
Emmanuel, tu Juste voulais une ajouter seconde. quelque chose? Ouais, je voulais Oui. ajouter quelque chose, pardon. En fait, Oui. dans le support qu'on vous partagera, j'ai mis des bonus avec quelques copies d'écran, des liens sur des webinaires qu'on a déjà fait, qui sont vraiment dédiés soit à la présentation du portail SCS, soit à la présentation du portail SCARE. Voilà, certains sujets. C'est pas qu'on veuille pas faire de présentation personnalisée, loin de là, mais il nous semble que c'est intéressant que vous ayez une première approche, une découverte de certains des différents portails et des différentes solutions avant de pouvoir entrer dans des échanges plus aboutis. Ça vous permet aussi peut-être d'être sur des questions plus profondes si vous avez déjà une première lecture de ces éléments-là. Donc j'ai mis quelques bonus dans le support qu'on vous partagera. Voilà. Super, bon, merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt. Bonne journée, merci beaucoup. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.